Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Le président de la République élu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, était en début de semaine au Tchad. Sur place, il a rencontré le président tchadien Idriss Déby Itno. Le reportage de nos confrères de la télévision tchadienne. Élu démocratiquement le 11 août dernier, le nouveau président malien a décidé d'effectuer au Tchad son premier voyage à l'extérieur en signe de respect et d'admiration à ces beaux et grands pays d'Afrique centrale pour son rôle dans le maintien de la paix et de la stabilité sur l'échiquier continental. Ce lundi, Ibrahim Boubacar Keïta a été tout d'abord accueilli à Abéché par les conseils spéciaux du chef de l'État, Ahmad Bachir et Omar Kadialemi Boukar, dépêchés en hélicoptère à cet effet, et le gouverneur de la région du Wadaï, Mohamed Orozi, avant d'être conduit à Iriba, où séjourne depuis dimanche le président de la République Idriss Déby Itno. À son arrivée à Iriba, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par le gouverneur du Wadi Fira, Mohamed Deliou. Le chef de l'État malien, qui a tenu à rencontrer son homologue tchadien avant même son investiture, a été reçu pendant plus de 2 heures par le président Idriss Déby Itno. Au cours de l'audience, IBK s'est acquitté d'un devoir moral, celui de réitérer au chef de l'État, au gouvernement et au peuple tchadien toute sa gratitude pour l'intervention du Tchad au nord Mali. Et c'est justement ce point qui a été longuement abordé par les deux chefs d'État. Le sens de la toute première sortie à l'étranger d'IBK consacrée au Tchad va donc au-delà de la dimension visite. C'est en fait l'expression claire du message de remerciement et de reconnaissance de son pays et de la communauté internationale au Tchad, message qui est en lui-même un couronnement de sacrifices consentis par le Tchad pour la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Après l'audience, le président de la République Idriss Déby Itno, usant de la légendaire hospitalité tchadienne, a raccompagné son hôte au pied de l'hélicoptère pour Abéché, où l'attendait l'avion qui l'a transporté de Bamako. Retour ici au Mali, le président de la commission Dialogue et Réconciliation à la tête d'une forte délégation s'est rendu à Kidal cette semaine. Objectif, informer et sensibiliser la population sur la mission de la commission qu'il dirige. Sur place, les populations ont exprimé leur désir de vite tourner la page des divergences pour vivre dans la paix. Envoyé spéciaux à Kidal, à Gali, à Gagissa, Abdoulaye Diara. Le Mali, riche de sa diversité culturelle et ethnique, a plus que jamais besoin d'une réconciliation. Et c'est dans ce but que le président de la commission Dialogue et Réconciliation s'est rendu dans la capitale des Adrar des Iforas pour rencontrer la population. Les missions de la commission étaient au centre du débat. S'agissant des missions de la commission, on peut retenir 4 volets essentiels. Il s'agit d'identifier et de recenser les forces politiques et sociales ainsi que les groupes armés concernés par le processus de dialogue et de réconciliation. D'enregistrer les cas de violation des droits de l'homme commis dans le pays du début des hostilités jusqu'à la reconquête totale du pays. Il s'agit aussi d'identifier et de proposer des actions destinées à renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Des missions qui riment bien avec les préoccupations des chefs coutumiers de la région et les femmes qui l'ont d'ailleurs mentionné dans une déclaration remise aux chefs de la délégation. Dans leurs différentes interventions, les chefs traditionnels et le maire ont salué l'arrivée des membres de la commission à Kidal tout en réaffirmant leur soutien sans faille aux actions entreprises par l'État et la communauté internationale pour recoudre le tissu social affecté par la crise. Avec l'espoir que la mission que vous êtes en train de conduire laissera de belles traces derrière elle, en participant, n'est-ce pas, aux retrouvailles entre les citoyens d'un pays, des mêmes pays, qui sont divisés politiquement. Depuis le retour de l'administration, le premier responsable de la région s'est attelé à améliorer les conditions de vie des populations à travers plusieurs actions de solidarité. Il est bon de noter que ce dénouement et ce sens de solidarité internationale ont été des facteurs décisifs dans le déclenchement du retour des populations. Dans la même veine, l'État, par diverses actions, est au cœur de cet élan de solidarité exigeante à travers, entre autres, les distributions gratuites, la réhabilitation des forages, l'assistance multifonctionnelle des populations de Tessalit et Agolok, victimes d'inondations le 9 juillet dernier.
Les membres de la délégation ont rendu une visite aux notabilités de la ville avant de se rendre à l'aéroport pour regagner Bamako. Ici, à Bamako, suite aux pluies diluviennes qui sont abattues sur la capitale, le ministre de la Solidarité et son collègue de la Sécurité étaient hier sur le terrain pour s'enquérir de la situation des victimes et apporter la solidarité du gouvernement. Aloussé Touré était là pour Mali Actualité. Cet après-midi, à l'école de Korofina, l'un des deux centres principaux d'accueil des sinistrés de la commune 1. Le linge des sinistrés séchait encore au soleil. Ici, cohabitent 282 sinistrés, dont 232 enfants. À leur côté, la Croix-Rouge malienne qui a déjà fourni couverture, moustiquaires, grésil et eau de javel. La visite des deux ministres est la traduction de la solidarité de l'État malien envers ces populations éprouvées qui manquent de presque tout. En ce qui concerne le ministère en charge de la solidarité, donc depuis hier, nous avons déjà envoyé sur place des matériels de couchage, donc des nattes, de couverture, des moustiquaires imprégnés, des tasses, des bouilloires, des seaux, pour permettre aux collectivités, aux maires, de pouvoir faire face à l'urgence qui était d'héberger les gens et de leur donner au moins un minimum pour qu'ils puissent dormir. Officiellement, le bilan quand même enregistré par les services de sécurité et de protection civile, alors c'est établi, n'est-ce pas, à 25, n'est-ce pas, décès. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, il y a quand même des maisons quand même qui se sont écroulées. Il y a même des véhicules qui ont été emportés par les eaux, des véhicules des engins à deux roues et pas mal de choses. L'école de Zeguenebougou abrite 12 familles avec une moyenne de 20 personnes par famille. En commune 4, ce sont les groupes scolaires de Lafia-Bougou et de Taliko qui accueillent les sinistres. Dans un premier temps, en amenant des provisions jusqu'à hauteur de 8 tonnes de riz, et 8 tonnes de mil, 5 tonnes de sucre, 400 nattes et 200 bouillards, et puis avec 300 couvertures. Donc depuis hier, effectivement, la mairie en collaboration avec les différents services, c'est-à-dire que la sécurité, notamment la police, la protection civile, et puis le service du développement social de la commune 4, le concert avec le CSRF aussi, et ont pu quand même acheminer, c'est-à-dire que les victimes au niveau des sites. Une commission multidisciplinaire devrait évaluer le sinistre et proposer des solutions. Dans le même registre, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, lui également était sur place pour constater les dégâts causés par les précipitations et rencontrer les sinistrés. Nando Dambélé, compte rendu. Ce sont les communes 1 avec plus de 40 familles touchées et la commune 4 avec plus de 400 personnes sinistrées qui ont reçu la visite du ministre Moussa Senko Koulibaly. Nous avons tenu à apporter notre solidarité, notre compassion aux familles des victimes et voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer les mesures qui ont été déjà prises par les mairies de Pizière. Ces deux mairies sont très actives sur le terrain. Elles ont réussi à apporter tout ce qu'il fallait apporter comme premier élément de secours à nos populations sinistrées. Donc nous allons renforcer cet effort en accompagnant les deux mairies, mais aussi nous allons accompagner les services de la protection civile, les services de police et d'autres services sociaux qui depuis hier, mais aussi des organisations comme la Croix-Rouge, comme Islamic Relief, qui sont sur le terrain, qui sont en train d'assister ces populations. La plupart des victimes dont les maisons se sont écroulées ou sont emportées par les eaux ont été accueillis dans des sites d'hébergement officiels ou spontanés au niveau des établissements scolaires. Ce qu'il fallait faire, c'était d'abord parer à l'urgence. Et je pense que les services des deux communes sont en train de réussir ce travail et de faire ça correctement. Nous avons encore quelques jours avant l'ouverture des classes. Je pense que nous allons mettre à profit ces quelques jours afin de définir les solutions sur le long terme. Ici comme ailleurs, le ministre Moussa Senko Koulibaly a tenu à exprimer toute la sympathie et la solidarité du gouvernement aux populations victimes de ces inondations. La Croix-Rouge malienne apporte elle aussi une assistance aux victimes de ces inondations, cela à travers un soutien matériel pour les communes 1 et 6 du district de Bamako, des dons composés de tentes, de couvertures, de kits de cuisine et d'eau de javel, compte rendu Moussa Fani.
37 tentes, 168 kits de cuisine, 1200 couvertures, 350 cartons d'eau de Javel, 600 moustiquaires. Voilà la composition du don offert aux sinistrés des communes 1 et 4 du district de Bamako par la Croix-Rouge malienne. Un don qui devrait contribuer à soulager les bénéficiaires. Nous ne pouvons que remercier la Croix-Rouge qui vient de nous aider après cette pluie. Et nous allons prendre soin de ce qu'elle vient de nous offrir. Nous saluons cette action de la Croix-Rouge malienne. Le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne invite les bénéficiaires à une utilisation judicieuse du don. Et on parle de catastrophe, c'est lorsque ces populations sont à un niveau où réellement le désagrément menace leur subsistance et leur existence. L'appel que nous lançons, c'est une utilisation appropriée. C'est dire que c'est vrai que si le besoin est là, l'utilisation sera tout à fait dans cette logique. Donc bien sûr, la sensibilisation accompagnera tout ça. La Croix-Rouge malienne n'entend pas s'arrêter là. Elle compte apporter d'autres soutiens aux sinistrés du district de Bamako. Sur un tout autre sujet, les membres du Conseil fédéral des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA étaient hier en réunion ici à Bamako. La rencontre vise non seulement à renforcer la profession bancaire, mais aussi à promouvoir un système financier exclusif et performant pour les 8 pays de l'UEMOA. Pour ce faire, certains défis sont à relever. Il s'agit notamment de la question de la sécurité, de la disponibilité de l'énergie ou encore de la décentralisation de la Banque centrale. Bourama Traoré nous fait le compte rendu. Réunion de la Fédération de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de l'UEMOA, des acquis et des défis sur la table de discussion. Concernant les premiers points, les activités réalisées par la Fédération donnent satisfaction, parmi lesquelles le renforcement des moyens d'action de l'association et l'instauration d'un climat de concurrence saine entre les membres et bien d'autres. La Fédération des APB apporte une contribution de très grande qualité au renforcement de la profession bancaire, à la promotion d'un système financier inclusif et performant au service du développement et de la croissance économique dans l'espace IMOA. Au fil du temps, la Fédération s'est imposée comme une véritable force d'analyse, de proposition et d'action, ce qui s'est traduit par une plus grande lisibilité de son rôle et de ses orientations stratégiques. Le second point inscrit à l'ordre du jour de la réunion est relatif aux grandes préoccupations économiques. Les premiers responsables de la communauté bancaire réfléchissent notamment à l'accroissement et à l'amélioration des services financiers offerts aux populations de l'espace communautaire. Cette tâche ne peut malheureusement s'exercer si certaines entraves ne sont pas levées. Il s'agit entre autres de la question de la sécurité, la question donc de l'énergie, la disponibilité de l'énergie et de son coût, la question donc de l'amélioration du climat des affaires, notamment les questions liées à la justice dans nos États, et éventuellement la question donc de la décentralisation de la Banque centrale pour nous permettre donc de sécuriser notre activité. Trouver une solution à ces préoccupations, c'est permettre à la Fédération des APBF de faire face à la concurrence et de jouer tout son rôle dans un marché financier mondialisé. La rencontre de Bamako aborde également l'épineuse question de la bancarisation, dont le taux reste encore faible au sein de l'espace UEMOA. Selon le dernier rapport de la Commission bancaire, le taux de bancarisation de notre sous-région était estimé en moyenne à 7,9% en décembre 2011. Il varie de 1,7% à 13,4%. Certes, les indicateurs de bancarisation ne sont pas bons. Pour autant, la situation n'est pas sombre. Depuis 5 ans, il y a eu une réelle dynamique de massification des services bancaires qui est en cours et qui laisse présager pour la future décennie un infléchissement important de la tendance actuelle. De la réunion de Bamako devront sortir des résolutions qui devront servir de feuille de route pour la Fédération afin de développer davantage l'activité bancaire au sein de l'espace UEMOA. La pluie dans les champs cette fois-ci, le ministre de l'Agriculture a visité hier les exploitations agricoles de Bakari Togola. Il s'est rendu successivement à Marako et à Djalakoroba dans la commune rurale de Sanankoroba, zone OHVN. Pour la campagne agricole 2013-2014, Bakari Togola a exploité près de 500 hectares de maïs sur ces 2 sites. Il entend faire, malgré l'installation tardive de la pluie, là-bas, une production agricole de 3000 tonnes. Nos envoyés spéciaux à Djalakoroba, Garibou Pérou et Abdul Salam Bambara. Apprécier l'état actuel des champs, telle est la raison de cette visite qui a conduit le ministre Berthet dans les champs de Bakari Togola. Ici, dans la zone de l'office de Haute-Vallée du Niger,
l'agropasteur Bakary Togola exploite une superficie cumulée d'environ 500 hectares, dont 350 hectares de maïs. Même si la répartition des pluies n'était pas globalement satisfaisante en juillet, le stade végétatif du maïs est actuellement à la maturation. Cette année, j'ai fait 1077 hectares. Toutes les nouvelles technologies, il faut que les producteurs se mettent à appliquer ça. Nous l'avons conseillé des techniques et nous continuons à conseiller les techniques rurales dont il avait besoin. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise de l'eau de surface, mais il faut avoir la maîtrise de l'eau souterraine. Pour le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, accompagner les activités rurales afin d'assurer une autonomie alimentaire est un défi à relever. C'est pourquoi il a exprimé sa satisfaction et son soutien indéfectible aux agriculteurs après les visites des champs et d'autres infrastructures agricoles. On peut faire de l'agriculture, mais on sort de l'agriculture aléatoire, progressivement, parce que les équipements que j'ai vus ici, les motopompes, les tracteurs, les charrues, les animaux, c'est quelque chose qui demande un investissement lourd. Et sans le soutien de l'État, je pense que ça va être difficile de promouvoir une agriculture à grande échelle. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires et des centaines d'emplois en plein temps ou temporaires chez Bakary Togola. En plus de cela, l'exploitant compte à l'avenir créer un centre de formation agricole. Outre les besoins de professionnalisation du secteur agricole, Bakary Togola a exprimé au ministre d'autres préoccupations du moment, telles que la question foncière, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Puisque nous sommes dans le monde agricole, nous y restons pour parler poissons. Le gouvernement veut promouvoir la pisciculture au Mali et assurer une autosuffisance alimentaire. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Élevage et de la Pêche et celui de l'Agriculture se sont rendus dans la ferme piscicole de Boubacar Diallo. Une visite qui renforce du coup le partenariat public-privé. C'est ce que nous dit notre reporter Modibo Ouattara. Cette visite de ces deux membres du gouvernement de transition entre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Les acteurs de la filière piscicole ont aujourd'hui comme référence la ferme piscicole Diallo de Tanima, bâtie sur 10 hectares, un cadre d'école. Elle illustre parfaitement l'engagement du secteur privé à rester le moteur du développement. Aujourd'hui, vous voyez, le fleuve est là. La pêche a atteint ses limites. Donc, il fallait une autre solution alternative pour résoudre ces difficultés-là. Donc la production aujourd'hui des alevins, on peut même ensemencer les mares et puis même le fleuve, pourquoi pas. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Aucun développement dans le monde ne saurait se passer de la collaboration publique-privée, d'où toute l'importance de l'accompagnement de nos hautes autorités. Et nous venons vraiment de découvrir une écouterie qui a une grande capacité de production d'alevins. Il ne reste que tout simplement et aller de l'avant pour le développement de ce sous-secteur, à travers notamment des périmètres piscicoles, à travers d'autres systèmes de production aquacole. Cette visite m'a permis de constater que, en tout cas au niveau du Mali, il n'y aura plus de manque de poissons. On peut avoir des alevins, on peut avoir de l'alimentation, on a de l'espace un peu partout, parce qu'on peut faire la pisciculture dans sa maison. La pisciculture de la ferme Diallo, c'est une chaîne. De l'aliment poisson à l'éclosion, en passant par l'élevage dans des étangs, rien n'est laissé au hasard. L'usine où on produit l'aliment pour poissons. On produit des aliments enrichis et qui accélèrent la croissance des poissons. Je pense que c'est déjà une initiative qu'il faut saluer. Avec l'ensablement de nos cours d'eau et la rareté des poissons, la pisciculture de nos jours est une démarche incontournable, une course de fond qui nécessite l'accompagnement des plus hautes autorités. Ceci pour avoir des carpes, des silures ou autres types de poissons dans nos assiettes. Voilà, du poisson tout frais. Sur un tout autre plan, les enfants des militaires renouvellent leur reconnaissance à l'armée malienne et à ses alliés pour les efforts consentis dans la restauration de la paix dans notre pays. Ils viennent d'ailleurs de leur décerner des distinctions. Compte rendu, Mamourou Sidibé. Les enfants des militaires du Mali, dirigés par Mme Kone Oumou Sangaré, ont fait de ce jeudi une journée de reconnaissance en l'honneur des pays contributeurs pour la paix au Mali. Au nombre des contributeurs qui viennent de recevoir des distinctions, il y a la MINUSMA, l'Union européenne, l'opération Serval, la MISMA,
la CEDEAO, la Chine et le Tchad. Cette journée pour le parrain est une leçon de l'histoire. Les événements et les actions qui se sont déroulés ces derniers mois au Mali ont remis à leur place véritable les valeurs de solidarité, de confraternité ayant servi de fondement à l'Organisation des Nations Unies et de repère aux pères fondateurs de l'Union africaine. Le représentant de la force Serval a, au cours de la cérémonie, renouvelé la volonté de son pays à accompagner le Mali pour la restauration de la paix et de la démocratie. Nous sommes bien évidemment très honorés de recevoir ce prix qui symbolise toute notre amitié, tout notre engagement auprès de nos frères maliens. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'au nom du général Foucault, j'ai reçu ce tableau. Et bien évidemment, mes pensées sont allées vers les 7 des nôtres qui sont tombés sur cette terre pour reconstruire ce pays que nous aimons, ce pays frère. Et donc l'émotion est très grande. Au menu de la cérémonie, Bako Dagnon, Mamadou Tunkara et Koumba Diabaté se sont succédés sur la scène pour rappeler les valeurs historiques de notre pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.